Robert, premièrement, merci d'être avec nous. Merci de nous donner de ton temps aujourd'hui. Première question, le nom Grimaudo, moi, c'est la première fois que j'entendais le nom. C'est de quelle origine, ça? C'est d'origine italienne. Okay. Mes parents ont immigré au Canada en 1953. Moi, je suis né à Laval. Je suis un Lavallois. Le nom est d'origine de la Sicile en Italie. Okay. Ah, c'est très intéressant. Donc, tu es arrivé à Saint-Lazare à quel moment de ta vie? Moi, je connais Saint-Lazare depuis que j'ai 16 ans. J'ai commencé à chasser à Saint-Lazare en 1976. Il y a un monsieur chevrier qui m'avait donné permission de chasser à l'arc. Okay. Je suis un chasseur à l'arc, donc je chassais sur ces terres ici à Saint-Lazare. Puis je me suis toujours dit, un jour, je vais avoir un chalet à Saint-Lazare. Donc, un Italien lavallois, chasseur, rendu à Saint-Lazare. C'est quand même un parcours intéressant. Et qu'est-ce qui t'a fait tomber en amour avec la ville, la chasse? J'imagine que ça a été... Je vais vous dire que Saint-Lazare, je l'ai à cœur. J'ai commencé à venir à Saint-Lazare très jeune, à la chasse. J'avais 16 ans. Donc, je revenais chaque année aux 2 ans. J'ai toujours trouvé ça très beau, la forêt, des belles forêts de pruches. C'est un environnement qui m'a toujours attiré. Et donc, en 98, excusez, on a acheté un terrain. En 99, on s'est bâti une maison. Et est-ce que tu t'intéressais déjà à la politique quand tu étais jeune? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait, que tu as toujours été passionné? Est-ce que tu te voyais travailler en politique plus tard? J'ai étudié en sciences politiques. J'ai aussi étudié un peu en journalisme parce que je voulais apprendre à écrire. J'ai étudié à Concordia University. Donc, ça m'a toujours intéressé. La politique m'a toujours intéressé. Est-ce que j'avais l'intention d'être maire de ma ville? Non, ça, c'est vraiment par hasard que c'est arrivé. Puis, je suis très heureux d'être là, anyway. Vous dites que c'est arrivé par hasard. Comment? C'est pas tranquillement, pas vite, en commençant à s'impliquer dans la ville? J'ai toujours été impliqué dans ma ville. Je suis un bénévole. J'ai été impliqué dans des comités comme bénévole aussi pour le sport avec les jeunes. Je participais aux séances du conseil tous les mois. Okay. J'étais un des réguliers qui allait aux séances de conseil pour plusieurs années. Étiez-vous celui qui déplaçait de l'air, celui qui dérangeait un peu quand c'était nécessaire? Quand c'était nécessaire, je posais des questions. Une séance de conseil, c'est très important que ça soit toujours fait avec politesse et respect. Donc, j'ai toujours été impliqué, mais toujours fait avec politesse et respect. Donc, j'étais toujours impliqué dans ma communauté. Et en 2012, il y a eu une élection partielle parce que le maire a démissionné, cause santé. Donc, je me suis présenté dans des élections partielles. J'ai gagné mes élections et là, j'ai été réélu encore au mois de novembre. Et est-ce que vous étiez conseiller municipal avant ou c'était vraiment directement de citoyen à maire comme ça? Disons que la courbe d'apprentissage, elle était très à pic. Oui, bien c'est ça. Comment ça modifie un peu la vision? Est-ce que vous aviez une idée préconçue de c'était quoi le travail de maire ou si vous êtes arrivé comme ça, ouvert et on va voir... J'avais une bonne idée du travail. On n'a jamais une idée vraiment de... les responsabilités. La mairie, c'est une administration. En réalité, c'est comme une grosse... C'est une entreprise. J'étais homme d'affaires, j'avais des compagnies, donc j'ai géré des entreprises pendant 27 ans. Okay. La réalité, c'est que une municipalité, c'est une grande entreprise. On a un budget à gérer. Right? C'est tout simple que ça. Donc, 95% de la job, c'est administratif. 5% est politique. Le problème, c'est que 5% politique prend 50% de ton temps.
Ben c'est ça. Est-ce que en tant que gestionnaire, c'était ça le défi pour vous, tout le côté politique, parce qu'il y a toujours un petit jeu politique à jouer. Définitivement. Est-ce que ça a été difficile pour vous d'embarquer dans ce jeu-là? Je vais vous dire que la partie politique, c'est probablement la partie que j'ai le plus de difficulté avec, qui est normal. J'ai étudié en sciences politiques, mais je ne suis pas un politicien. Donc, j'apprends. Puis, je suis très confortable dans la position comme maire et je suis en train d'apprendre la politique. Bien, je me rends compte aussi en faisant cette émission-là que beaucoup, au niveau fédéral, au niveau provincial, c'est plus rare de voir des gens qui se disent moins politiciens, tandis qu'au niveau municipal, comme vous, on en voit plus souvent des gens qui se disent « Ah, moi, le jeu politique, tout ça, c'est pas ce qui prime. » Je pense que c'est important dans un village ou dans une ville d'avoir ça comme quelqu'un qui est plus près des citoyens, quelqu'un qui vit la réalité des citoyens. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour Absolument. Tu as entièrement raison. L'aspect le plus important, c'est qu'il faut aimer notre municipalité. Il faut avoir la ville à cœur. Je dis toujours, les décisions qu'on prend aujourd'hui, c'est pas pour moi. C'est pour les générations qui vont nous suivre. On est en train de protéger des forêts en ce moment. On est en train de conserver de la terre. On est en train de faire du développement qui est durable. On ne fait pas ça pour nous, parce que dans 20 ans, 30 ans, on ne sera plus là. Mais on le fait pour les générations qui suivent. On le fait pour nos enfants et leurs enfants. Parce qu'on veut que nos jeunes ont le même environnement, la même ville que nous, on a connue. Donc, on veut leur laisser cet héritage-là, l'héritage de Saint-Lazare. Vous avez parlé tantôt de la chasse. C'est quoi vos autres loisirs? Quand vous n'êtes pas dans votre rôle de maire, ben, on est toujours dans le rôle de maire à temps plein, mais quand vous avez du temps pour vous, c'est quoi vos loisirs autres que la chasse? La chasse et la pêche. Je joue beaucoup au soccer. OK. Je suis aussi... L'italien en vous, j'imagine. Ça doit. Mon père a joué au soccer en Italie, donc c'est un sport que j'ai commencé à jouer assez jeune. Je joue beaucoup au squash aussi. Je suis un joueur de squash. Donc, c'est ce que j'appelle gérer le stress. C'est très important d'avoir un loisir qui nous décroche. Puis, je veux dire que le sport et le plein air, ça a une tendance à nous aider à se décrocher. Ah, puis ça fait vraiment du bien. La différence entre que je sais quand ça fait un mois ou deux qu'on bouge pas ou quoi que ce soit, là, on le sent sur le moral. Ça aide énormément. Est-ce que vous étiez quelqu'un de routinier, quelqu'un qui avait ses habitudes? Parce qu'on sait que le rôle de maire, la fonction de maire fait en sorte qu'on a un horaire qui est très, très variable. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez trouvé difficile ou vous aviez déjà un horaire? On s'adapte à tout dans la vie. Une routine, une personne qui garde la même routine toute sa vie, ça doit être ennuyant pas mal. Donc, non, je ne suis pas une personne de routine. J'aime la variété. J'aime quand ça bouge. Je ne peux pas rester en place. Ça, c'est sûr et certain. Ce n'est pas dans ma nature. Et donc, c'est une bonne chose pour moi. Bien, dans ce cas-là, si on ne peut pas rester en place, on va aller se déplacer à votre bureau pour parler un peu plus du travail de maire, de la fonction de maire en tant que tel. Excellent. Aucun problème.
Lambert, on est à ton bureau maintenant, qui est dans les plus propres qu'on a vus, je tiens à le dire. Tout est très propre. C'est parce que je sais où cacher les affaires. C'est ça, vous saviez qu'on venait, c'est ça qui est arrivé. Qu'est-ce qui a fait en sorte, l'élément déclencheur qui a fait en sorte que tu t'es présenté comme maire? Quand tu as parlé plus tôt qu'il y avait eu des ennuis de santé à l'ancien maire, alors j'imagine que la décision a dû se prendre assez rapidement. Elle se prit assez rapidement. Il y avait un groupe de citoyens qui m'encourageait beaucoup de me présenter. J'ai hésité un peu au début. Ma préoccupation était vraiment l'avenir de la ville. Je trouvais que la ville n'avait pas une vision globale, une vision long terme, que les décisions se prenaient beaucoup à court terme, cas par cas. Dans la vie, on a deux choix. On chiale ou on s'implique. Puis les décisions ne se prennent pas de l'extérieur, ils se prennent de l'intérieur. Donc, je me suis dit, si on va changer de quoi, on va s'impliquer. Et voilà la raison pour laquelle que je me suis présenté. Est-ce que le travail concret, là, celui de maire à tous les jours au bureau, c'est quelque chose qui ressemble à l'idée que vous en faisiez? Qu'est-ce qui différencie le plus de l'idée que vous faisiez du travail de maire? Comme je vous ai dit tout à l'heure, définitivement, la courbe d'apprentissage, elle était très à pic. Ce qui est difficile, c'est d'apprendre tous les règlements. Okay. Ce qu'une ville peut faire, ce qu'une ville ne peut pas faire. En réalité, une ville, on est une projection du provincial. On a nos propres règlements, mais en réalité, il faut suivre ce que le MAMO nous dit de faire. Les municipalités, c'est où ce que les gens ont le plus de pouvoir. Ça, c'est sûr et certain. Les qualités principales d'un bon maire, selon toi, tes qualités à toi qui font de toi un bon maire, selon ton point de vue, c'est quoi? Patience, avant tout. Mais je vais vous dire que un maire est seulement aussi bon que son entourage. Ici, à la ville, on est très bien entouré. J'ai des directeurs et des directrices par excellence, qui prennent leur travail très au sérieux, qui ont la ville à cœur avec toutes les décisions qu'ils prennent. On est très, très bien entouré. Et j'ai aussi un conseil. Je suis bien entouré par un bon conseil. C'était un peu différent dans le passé, mais je veux dire, depuis le mois de novembre, je suis très, très bien entouré dans mon conseil. C'est des gens de Saint-Lazare, qui aiment Saint-Lazare, qui sont là pour travailler pour Saint-Lazare. Donc, Et justement, tu me parles des gens qui t'entourent. Pour toi, c'est quoi les critères, les qualités importantes chez un conseiller ou chez quelqu'un dans l'administration à la ville? Dans la vie, on s'entoure toujours par des gens meilleurs que nous, si on veut avoir du succès. Ça, j'ai amené ça du privé. Je n'irai pas dans les détails des embauches qu'on a fait dans les 20 derniers mois, mais disons que chaque fois que je suis impliqué pour des embauches importantes, directeur ou gestionnaire d'importance, je suis sur le comité de sélection. Parce que ma politique a toujours été, quand on embauche meilleur que nous. Si on s'entoure par des gens meilleurs que nous, notre job devient beaucoup plus facile. Puis, c'est pas très compliqué. Et des fois, ça prend quand même de l'humilité en tant que dirigeant pour avoir ce réflexe-là. On entend souvent des histoires de gens qui, au contraire, pour pouvoir rester en haut de la pyramide, on engage des gens qui sont un peu moins compétents que soi. Ça prend quand même une part d'humilité pour se dire, là, mes limites sont là. Toi, tu es meilleur que moi de ce côté-là, je vais te prendre dans mon équipe. Si on veut avoir du succès dans la vie, il faut s'entourer par des gens meilleurs que nous. C'est pas plus compliqué que ça. Simple comme ça. Et ça a marché toute votre vie jusqu'à maintenant. Et ça fonctionne encore ici. La réalité ici, à Saint-Lazare, il y a une bonne population d'anglophones et de francophones. Comment la population est répartie environ? Si je me trompe pas, c'est environ 38% anglophones, 40 quelques % francophones, puis après, il y a aussi un pourcentage de allophones qui appellent. Oui. Moi, j'appelle ça... Moi, techniquement, je suis allophone. Okay. Je suis d'origine italienne. Je suis pas anglophone ou francophone, je suis allophone. Donc,
si on demande au gouvernement du Québec, j'existe pas. Donc, je n'existe pas parce que le pourcentage dans toutes les décisions qui sont faites concernant, exemple, le statut bilingue d'une communauté, une municipalité, bien, les allophones ne sont pas calculés dans ces statistiques-là. C'est anglophone ou francophone. Donc, moi, je n'existe pas. Ah bon? C'est la première entrevue que je réalise avec quelqu'un qui n'existe pas. C'est spécial. Qu'est-ce que ça représente, cette réalité-là des Anglo et des Franco? Est-ce que c'est dans la communauté ici, est-ce que ça se mixe naturellement aussi? Oui, je vais vous dire, c'est que quand la politique s'implique, c'est là qu'il y a des problèmes. OK. Les gens, en général, ils s'entendent. Vous allez au IGA ici dans le village, puis vous allez voir qu'au comptoir, le client y arrive, il va parler en anglais, la caissière va répondre en français, là, elle va répondre en anglais. En fait, en arrivant, juste ici, en arrivant au bureau, c'est exactement la situation à laquelle j'ai assisté. Il y avait une discussion bilingue très fluide là, qui se passait. Exactement. Et personne n'était choqué de quoi que ce soit. Non, les gens s'entendent. Le problème linguistique au Québec, c'est pas compliqué, c'est quand les politiciens s'en mêlent. Parce que si les politiciens s'en mêleraient pas, les gens s'entendent. C'est quand c'est fait pour raison politique. On n'ira pas dans les 10 derniers mois. On sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle, mais si ça ne serait pas pour les politiciens qui mettent de l'huile sur le feu, les gens, en général, ils s'entendent. On a une population ici au Québec de bonnes personnes. Le Québécois, c'est une bonne personne. Donc, ça va mal quand les politiciens s'impliquent. Et en ce moment, ça se parle beaucoup, les municipalités se sont regroupées derrière le livre blanc des municipalités pour, justement, comme vous disiez, des fois, c'est compliqué avec le gouvernement provincial. Les municipalités sont très dépendantes. Comment vous voyez ça dans les prochaines années? Est-ce que vous trouvez que ce serait important de récupérer quelques pouvoirs au niveau des municipalités pour pouvoir faire avancer les choses? Le problème, c'est que le livre blanc, justement, qui a été déposé par le UMQ, c'est très intéressant. Ils disent, ce qu'ils disent au gouvernement du Québec, au Parti québécois en ce moment, ils disent « laissez-nous en paix ». C'est ça qu'ils disent en réalité. Arrêtez de nous envoyer le fardeau fiscal, puis laissez-nous en paix. Laissez-nous gérer nos affaires, puis ça va aller mieux. Mais ce que le gouvernement provincial a plus une tendance à faire, c'est nous envoyer les fardeaux fiscaux, mais nous enlever nos responsabilités. Donc, nous, on est pris entre l'Écosse et l'App, en réalité, parce qu'on veut servir notre citoyen, mais on n'est pas donné les outils pour le faire. Vous n'avez pas les moyens de répondre à ça. On n'a pas les outils. Un exemple parfait, c'est cette année, en janvier, bien, c'était décidé au mois de novembre. Mme Marois elle a décidé qu'on n'a plus le droit, les municipalités, au ristourne de la TVQ, la TPS. Comme vous savez, une entreprise, n'importe quelle entreprise fait des rapports aux 3 mois et donc ils vont chercher de la TVQ ou la TPS, une portion de la TVQ et presque toute de la TPS qui ont payé dans leurs achats. Ça, c'est fiscal, là. Le gouvernement a décidé récemment que les municipalités ne peuvent plus faire ça. Donc, ça représente beaucoup d'argent. Bien, dans notre cas, le Parti québécois, cette année, nous a enlevé 1,2 million. Qui n'est pas redistribué d'une autre façon. Donc là, j'ai un budget, je fais un budget au mois de novembre. Moi, il faut que je vais trouver ce 1,2 million-là. Au lieu de nous aider, ils nous mettent des bâtons dans les roues. En fait, pour que leur budget à eux paraisse bien. Oui, là, leur budget paraisse bien parce que si on regarde, ne regardez pas seulement Saint-Lazare, là, toutes les municipalités au Québec, on parle de milliards de dollars. On a vu aux dernières élections, à peu près tous les municipalités ont augmenté leurs taxes de 2 à 3 % et pas le choix parce que, justement, le fardeau fiscal était envoyé du provincial à la municipalité. Puis là, le provincial dit, bien là, arrangez-vous avec vos troupes.
c'est comme on se disait plus tôt avant que les caméras tournent, c'est l'endroit ici, c'est un des endroits avec la plus grande biodiversité, la plus grande biodiversité au niveau et de la faune et de la flore. Et on a la chance d'avoir des espèces comme ça qui sont encore très rares. Et c'est pour ça que c'est important de protéger l'endroit ici. Et comme on se disait un peu plus tôt, vous avez fait des démarches pour protéger le bois voisin. Bien, justement, ici, entre la tourbière ici et il y a un petit lac artificiel à environ à moins d'1 kilomètre ici à l'ouest de nous. Entre le tourbière et le petit lac, il y a un boisé très, très vieux, une forêt de pruches. Okay. On va y aller, on va marcher à travers. Puis ce secteur-là est avisé pour du développement. Donc, ce qu'on a fait récemment, c'est qu'on vient de faire une entente avec les propriétaires du terrain et les développeurs pour protéger 80 % du territoire ici. Qui est, comme je dis souvent, c'est pas pour nous, c'est pour les générations, puis c'est pour le futur. Voilà, c'est justement ça. Là, on est vraiment là, à l'extrême de la zone qui était déjà été protégée. Puis on rentre dans ce qu'on appelle une forêt de pruches. Il y a des arbres ici là, qui ont 150 ans. Justement, il y avait une campagne, vous allez voir, il y a certains arbres qui ont des rubans à verre. OK. Ça, c'est parce que pendant qu'on était en train de négocier pour trouver une façon de protéger cette forêt-là, il y avait aussi des citoyens qui ont monté une campagne pour protéger cette forêt. Donc, pour les citoyens aussi, c'est important. C'est un lieu c'est un lieu que les gens ont conscience que ce lieu-là existe. Justement, il y a des sentiers tout partout ici dans cette forêt-là. Justement, le développement qui était proposé aurait vu une rue du sud au nord qui aurait traversé en plein milieu de cette forêt-là. Pour s'y retrouver en ce moment, je pense que ça doit paraître à la caméra aussi. C'est vraiment un beau boisé, c'est un bel endroit, c'est pas trop dense, il y a des sentiers pour se promener. Exactement. Puis là, on est en plein hiver où la plupart des arbres n'ont pas leurs feuilles. Mais vous voyez encore, c'est très vert à cause de la pruche. Donc, ici, en été, c'est de toute beauté. Dans les prochaines semaines, quand les feuilles vont recommencer à pousser, ça doit je sais pas si ça va être dans les prochaines semaines. On va se donner une chance, on va se le souhaiter. On a un printemps qui est assez en retard, mais vous voyez cet arbre-là, justement, en arrière de nous, c'est une pruche qui a facilement 100 ans. C'est un boisé de beauté et de qualité. Puis les gens qui voulaient développer ici, c'était du développement immobilier ou c'était pour exploiter C'est du développement immobilier. Ça aurait été un autre secteur résidentiel. Je ne peux pas dire que les projets ne seraient pas beaux. Les projets sont tous beaux. Les développeurs ici dans le secteur ont une tendance à... Ils ont une mentalité de conservation. On a des bons développeurs. Quand ils travaillent, ils font attention. Il y a toujours les exceptions pour confirmer la règle, mais en général, ils font attention. Ils suivent les règlements de la ville concernant la coupe d'arbres, etc. On a des petits problèmes parce qu'il n'y a aucun règlement de coupe d'arbres qui est parfait. On essaie de... C'est améliorer toujours ces règlements-là. On travaille toujours dessus. Mais la réalité, c'est qu'on a des développeurs qui sont conscients de nos règlements. Vous n'êtes pas constamment obligé de vous battre avec ces gens-là pour prouver vos points? Pas constamment, mais de temps en temps. Ça arrive quand même. Est-ce qu'il y a d'autres activités reliées à la tourbière organisées par la ville ou quoi que ce soit? Comment vous exploitez la tourbière? Est-ce que vous concentrez beaucoup d'énergie et d'investissement autour de la tourbière? Non, l'investissement est déjà fait. Donc, là, on la laisse aller. Le but, c'est de la conserver. Le but, c'est de la conserver, avoir ces sentiers-là pour toujours. Il y a beaucoup... au printemps et l'été, on voit beaucoup de gens utiliser de la tourbière, incluant les écoles, les commissions scolaires. Ils viennent ici, puis ils amènent les enfants, puis les étudiants, puis ils vont faire des tournées de la tourbière. Ils vont expliquer la faune et la fleur de la tourbière. Pour un professeur de biologie, c'est un endroit merveilleux. Pour un professeur de sciences, là,
c'est de toute beauté, puis c'est une école à l'extérieur. Donc, c'est vraiment un endroit, c'est le cœur un peu, le poumon, si on veut dire, étant donné qu'il y a une forêt de la ville de Saint-Lazare. En terminant, qu'est-ce que tu peux dire de plus sur la tourbière? Pourquoi? Bien, pas seulement la tourbière, il faut faire attention parce que oui, on travaille très fort pour protéger tout ce secteur-là, mais il ne faut pas oublier que ça, c'est seulement une petite partie. Si on regarde une carte, comment je pourrais m'expliquer? Si on est en avion, puis on regarde Vaudreuil-Soulanges de l'air, qu'est-ce qu'on voit? On voit, Vaudreuil-Soulanges, principalement, c'est des terres agricoles, principalement. Puis après, il y a une bande de vert qui part disons, de l'ouest de Vaudreuil, qui se rend juste à l'ouest de la montagne Rigaud, incluant Très-Saint-Rédempteur et ce secteur-là. On voit ça de l'air, c'est une bande verte. Donc, nous, ici, on est en plein milieu. On est les poumons de Vaudreuil-Soulanges. OK. On est les poumons de Soulanges. Donc, il ne faut pas penser seulement à notre petite conservation ici. Il faut penser plus grand que ça. Il ne faut pas oublier qu'une fois que ces forêts-là disparaissent, sont partis. Ah, puis ils ne reviennent plus. Ben, comme vous dites, c'est des arbres qui ont des fois plus de 100 ans. Et donc, une fois qu'ils sont partis, ces forêts-là, ils n'existent plus. Donc, c'est important de développer, oui, mais toujours développer, développer avec l'idée en tête qu'il faut conserver ce qu'on a quand même. On dit souvent, le terme qu'ils utilisent toujours, c'est développement durable. Développement durable, oui, OK, c'est un terme qu'on utilise. C'est un vrai buzzword. À force de le dire, ça ne veut plus rien dire. C'est ça, c'est rendu un buzzword. Mais la réalité, c'est de la conservation. Donc, il faut développer, parce que si on arrête, on ne peut pas arrêter de développer, c'est impossible. L'économie se dépend là-dessus. Mais en même temps, il ne faut pas jamais oublier ce qu'on a, puis ce qu'il ne faut pas perdre en développant. Puis, il y a façon de le faire, que tout le monde soit heureux. Juste une question de trouver la balance. Eh bien, M. Grimaudeau, merci beaucoup pour la journée aujourd'hui. C'était très intéressant. Content de vous avoir découvert. J'espère que les gens à la maison auront appris à vous connaître un peu plus avec notre émission d'aujourd'hui. Bien, merci à vous. Merci.